C'est dans cette maison que vivait la femme qui a totalement bouleversé l'existence du père de Nicolas. Il était fou, il était éperdument... il était amoureux, quoi. Il était sous son emprise. Elle était douce, on y aurait donné le bon Dieu sans confession, quoi, en fait. On n'aurait jamais pu penser qu'elle échafauderait un plan aussi machiavélique, quoi, aussi dangereux, quoi. Son père, Jean-Pierre Garcia, est retrouvé pendu le 17 novembre 2005 à Narbonne. Quelques mois plus tôt, Didier Berthaumieux, l'une de ses connaissances, s'est lui aussi donné la mort en se tirant une balle dans la tête. Coïncidence troublante, les deux hommes fréquentaient la même personne, une femme fatale, Yolande Moustrou. Celle que la presse surnomme la charmeuse maléfique, aurait séduit et escroqué une dizaine d'hommes. Tout commence à Narbonne, un soir d'hiver 2004. Yolande Moustrou, 40 ans, sans emploi, se rend dans une agence matrimoniale pour un rendez-vous galant avec Jean-Pierre Garcia. L'homme est divorcé et particulièrement fragile depuis la mort d'un de ses fils dans un accident de voiture. Mon père, il avait perdu son enfant, il était seul, il se sentait seul. Il avait besoin comme tout le monde, d'attention, d'affection, de compréhension. Dès le premier rendez-vous, Jean-Pierre tombe sous le charme. Très vite, Yolande Moustrou lui promet le grand amour, à travers des lettres enflammées, comme celle-ci. Avant de te connaître, c'était un vrai cauchemar et un immense vide. J'avais si peur des hommes. J'ai découvert avec toi l'amour, la soif de tendresse, la soif des caresses, et cela demeure en moi un souvenir inaltérable. Je t'embrasse tendrement. Avec Yolande, il reprend goût à la vie. Après quelques semaines de relation, Jean-Pierre a même une très bonne nouvelle à annoncer à son ex-femme, Brigitte. Il va se marier. Mais pour elle, il y a quelque chose qui cloche. Il la voyait pas souvent, d'ailleurs, je lui disais, mais tu la vois jamais. Il me dit, non, elle veut pas habiter avec moi, je la vois de temps en temps. En fait, il me disait qu'il était avec elle, qu'il allait se marier, mais il était jamais avec. Et pour cause, Yolande ne serait pas tout à fait honnête avec Jean-Pierre. L'homme dirige cette entreprise de maçonnerie. Ce qu'il ignore, c'est que Yolande a séduit l'un de ses employés, Didier Berthaumieux, à qui elle a fait exactement les mêmes promesses. La sœur de Didier, Dominique, s'est tout de suite méfiée de cette femme. Elle lui a fait croire qu'elle était amoureuse de lui, qu'ils allaient se marier, donc il fallait de plus en plus d'argent parce qu'un coup, c'était pour rechercher un appartement, pour des meubles parce qu'il fallait remplir l'appartement. Aveuglément amoureux, Didier et Jean-Pierre ne s'aperçoivent de rien. D'autant que Yolande leur aurait fait du chantage affectif en leur annonçant une terrible nouvelle. Elle souffrirait d'un cancer et serait en attente d'une greffe de rein. Des soins pour lesquels elle leur aurait demandé beaucoup d'argent, selon Dominique. Je retrouve un chéquier avec des talons de chèque sur plusieurs mois. Alors, en date du 1er mars, il a fait un chèque fin mars, un chèque pour fin avril, un chèque pour fin mai, un chèque pour fin juin, un chèque pour fin juillet, un chèque pour fin août. Et c'est des chèques de combien? C'est des chèques de 500 € chacun. À qui? À toujours la même personne? Poupette. Poupette, le surnom de Yolande. Puis ça, c'est pas l'écriture de mon frère. Hein. Ça, alors là, c'est pas l'écriture de mon frère. Yolande remplirait les chèques et Didier les signerait. Au total, près de 80 000 € disparaissent en quelques mois.
De son côté, Jean-Pierre Garcia aurait déboursé 100 000 € pour la sauver. Les deux hommes sont amoureux, mais aussi vulnérables. Jean-Pierre a perdu son fils et Didier son frère. Yolande leur aurait fait croire qu'elle pouvait communiquer avec les défunts dans l'au-delà. Quand je m'inquiète pour mon frère, je me mets un petit peu à fouiller dans ses affaires et puis je trouve cette lettre. Une lettre qui ferait parler le frère décédé. Je suis avec ton frère qui te demande de te pardonner car lui t'a déjà pardonné depuis qu'il a quitté ce monde. Aujourd'hui, Didier, tu as laissé ton habit de misère et tu as mis ton habit de lumière. De son côté, Brigitte se rappelle aussi que Jean-Pierre avait très peur des prétendus pouvoirs surnaturels de Yolande. Jean-Pierre, lui, il fallait pas qu'on parle d'elle parce qu'il disait qu'elle savait tout, qu'elle était médium, qu'elle entendait nos conversations, qu'elle saurait tout. Il voulait pas que, même moi, que je prononce son nom. Il était tellement persuadé qu'elle savait tout, qu'elle allait tout entendre. Ce petit jeu aurait pu durer encore longtemps si Didier ne se montrait pas aussi pressant pour se marier. Après avoir reculé la date de la cérémonie plusieurs fois, Yolande le quitte, sans aucune explication. Didier ne l'aurait pas supporté. Il se suicide d'une balle dans la tête, à quelques kilomètres de Narbonne, en plein milieu des vignes. De son côté, Jean-Pierre est désespéré. Il est complètement ruiné et Yolande a subitement coupé les ponts. L'homme comprend alors toute l'escroquerie et la harcèle de messages sur son répondeur. Tu m'as bien manipulé du début jusqu'à la fin. Tu n'es qu'une profiteuse et une voleuse. Je vais me pendre. Je t'aime et rien ne pourra altérer ça. 3 jours plus tard, le 17 novembre 2005, Jean-Pierre est retrouvé pendu dans cette grange. La police conclut au suicide. L'affaire semble alors classée. Sauf pour 2 personnes. David, le fils de Didier, et Dominique, la sœur. On a du mal avec le suicide, en fait. On n'y croit pas trop. Voilà. On m'a donné beaucoup de questions et se rendre sur place, ça ne leur ramènera pas, mais bon, voilà, c'est important. Oui. Et voilà, on y est. Ah, c'est ici, là. Donc voilà où c'est qu'il a été retrouvé. La voiture était comme ça. Face à l'Olivier là-bas. Moi, j'ai du mal qu'on les trouve là, de toute façon. C'est pas possible. C'est ici que Didier s'est tiré une balle en pleine tête. Lui qui ne s'était jusqu'à ce jour jamais servi d'une arme. Est-ce qu'il avait des armes, votre papa? Non, il n'a pas d'armes. Enfin, quand on me l'a annoncé, et comment, avec les causes, je dis non. On n'y a pas cru. Non. Comment il se les est procurés? Voilà. Pourquoi là? Pourquoi si? Là? Plein de questions qu'on essaye de répondre et qu'on n'y arrive pas, quoi. Qu'on n'y arrive pas. Tous les 2 déposent plainte. La justice ouvre une enquête. Lorsque les gendarmes perquisitionnent chez Yolande Moustrou, ils découvrent dans ses agendas qu'une dizaine d'hommes seraient passés entre ses griffes. Et à chaque fois, c'est le même stratagème. Comme nous le raconte cet enquêteur. C'est des demandes pour faire face à des soins très coûteux par rapport à sa santé fragile, pour faire face justement à des opérations, tout un tas de choses. Un peu comme du chantage affectif. Si j'ai pas cet argent, je vais mourir et ça sera de ton fait, quoi. Tout le monde raconte la même chose, la séparation avec les amis, la séparation avec la famille. Et la religion, c'est un mélange d'un petit peu tout ce qui est mystique, ésotérique.
et à la fin quelqu'un de très déprimé qui peut faire pour certains des tentatives de suicide. C'est purement crapuleux. La perquisition réserve une dernière surprise aux gendarmes. Yolande Moustrou n'est pas célibataire, loin de là. Elle est mariée depuis 20 ans. Et il y a quelques années, un amant a rejoint le couple. Un curieux ménage à 3. Quel a été le rôle de ces 2 hommes? Auraient-ils pu être ses complices? Les gendarmes se posent de sérieuses questions. Nous avons tenté de rencontrer Yolande. Elle refuse de nous recevoir car elle serait très malade. Mais elle accepte de nous dire quelques mots au téléphone. Elle nie en bloc toutes les accusations qui pèsent contre elle. J'ai un cancer et on m'a dit que j'en avais pas pour longtemps. De toute manière, je préfère rejoindre Jean-Pierre Didier. Ça me fait très mal qu'ils se sont tués. Je n'avais pas jamais fait de mal à Jean-Pierre Didier. Le 5 avril, Yolande Moustrou ainsi que son mari seront jugés pour abus de faiblesse et provocation au suicide. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison.